Bien, bien le bonjour à tous, bien le bonsoir. Tout dépend de l'endroit où vous nous regardez. Salam alaikum. Alors, on va reprendre cette saison des émissions sur Radio Hiyi, cette émission qu'on va nommer Regard critique, n'est-ce pas? Avec Saïd Derouiche et Malé Hossenpour pour inaugurer cette première émission. Alors on va attendre petit à petit que vous arriviez pour pouvoir éventuellement commenter ce qui va être dit. Alors le titre choisi pour cette émission, c'est Le Burkini et ce qu'il cache. Bon, alors évidemment, on va aller bien au-delà du Burkini aujourd'hui. Tout d'abord, merci messieurs d'être venus et d'inaugurer cette première émission de la saison. Voilà, alors ce Burkini, on en a énormément parlé pendant cette semaine, ça a fait un tapage extraordinaire. Je ne sais combien de temps les musulmans ont consacré à ce sujet. On a vraiment eu une vague émotive sur la toile. Bon. Et qui s'est conclue dernièrement par une victoire au Conseil d'État, puisque le Conseil d'État français a cassé donc les arrêtés visant à interdire le burkini sur les plages en France. Et avec un commentaire que j'ai trouvé sur Facebook du boss, on va dire, ou en tout cas de la star du CCIF, qui était cette association contre l'islamophobie en France, Marwan Mohamed, que j'ai ici imprimé. Donc, je cherchais un truc à dire à tous les islamophobes de France à propos de la victoire d'aujourd'hui. Un peu esprit Coubertin qui met la rage, aux politiques qui font de la haine de l'autre un fonds de commerce, à Le Pen, Sarkozy, Valls et à tous ceux qui leur ressemblent. Mais finalement, c'est ma maman qui a tout résumé en un seul mot, Cheikh. Hein, je traduis, c'est-à-dire bien fait pour ta gueule. Ça va. Voilà. Bon, alors, moi je me pose une question quand même. Petite victoire, certes. Esprit Coubertin, je ne sais pas, ça sera autre chose. Mais Mali, est-ce que c'est une réelle victoire, ou bien est-ce que quelque part ça ne cache pas autre chose? Tout d'abord, bonjour, salam alaikum. Ça fait longtemps, donc ça fait plaisir de se retrouver dans cette émission. Tu poses une question très importante ici. Je ne serais pas aussi confiant que Marwan Mohamed par rapport à cette question, parce que lorsque tu as dans le spectre politique de la gauche à la droite tous les hommes politiques qui étaient, on va dire, en faveur de cette interdiction, je ne crierais pas victoire, parce que, on va dire, même si légalement parlant il y a une victoire, ce qui compte, c'est la réalité de la perception en fait de cette religion et de la visibilité de cette religion. Et plus cette perception sera négative, plus cette négativité aura un impact dans le réel. Alors quand bien même la loi va protéger, on va dire, va protéger cette appartenance à cette religion, plus il y aura des tensions sur le terrain, plus ces tensions rendront, on va dire, l'air irrespirable pour les musulmans. Bon. Évidemment que la question du burkini n'est pas liée à ce vêtement. Il faut bien pour vraiment pouvoir aborder cette question, il faut d'abord bien diagnostiquer. Le diagnostic est qu'en fait, la visibilité de l'islam en tant que tel pose problème. Alors pour quelle raison est-ce qu'elle pose problème? Pour une raison très simple. C'est parce que aujourd'hui, on est dans une sorte on ravive un peu toutes les questions qui sont liées à deux choses très importantes. Un, l'identité, et deux, les valeurs. Lorsqu'on parle de l'identité française, ou de l'identité belge, ou de l'identité européenne, et qu'on n'arrête pas de le répéter dans le champ médiatique, c'est qu'on part du principe que cette identité est définie. Or, d'une manière, on va dire, pratique, elle n'est pas définie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qui est belge, qui est français, et qu'est-ce que être français, et qu'est-ce que être belge, et qu'est-ce que sont les valeurs occidentales, ou qu'est-ce que sont les valeurs françaises, ou qu'est-ce que sont les valeurs belges. Donc le gros problème dans ce débat, c'est qu'on est en train de discuter sur des concepts qui ne sont pas définis, ou peu définis, ou indéfinissables, ou qui, en tout cas selon moi, remettent en question le fondement même de la modernité de la société démocrate libérale démocrate, qui s'est créée en une sorte de table rase du passé. Et aujourd'hui, la présence visible de ces musulmans questionne
les concepts mêmes et les fondements mêmes de cette modernité. Cette modernité qui est basée sur l'idée de la coupure avec le passé. Donc c'est toujours assez étonnant de voir un peu les débats qu'on peut avoir avec les gens qui sont un peu dans le courant identitaire, et d'ailleurs qui est repris par les hommes politiques qui n'arrêtent pas de parler d'identité, mais qui n'arrivent pas à la définir. Je ne suis pas là pour faire ni la promotion des uns ni la promotion des autres, je pose le diagnostic. Je pose le problème. Une fois que j'ai posé le problème, on peut commencer le débat. Mais le problème de fond, c'est vraiment un problème conceptuel et de perception. Et ce problème conceptuel et de perception, tout le monde passe à côté et on ne parle que des conséquences, on va dire, de ces problématiques, selon moi. C'est pas un problème juridique. C'est pas un problème juridique parce que tout simplement quand... Parce que ici maintenant, Marouane Mohamed, à chaque fois donc, dans ses interventions dans les médias, il pose la question du droit. Il dit, non, cette question, revenons au droit, revenons à la liberté individuelle qui consacre le droit, et il ne parle pas de perception. Bien sûr, mais à un moment donné, lorsqu'il y a un virage dans la population qui devient anti-perception des musulmans ou la visibilité des musulmans, et c'est une réalité concrète, on ne peut pas la nier, inévitablement cette perception va avoir un impact législatif. Inévitablement, c'est qu'une question de temps. Donc la loi peut changer. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, tu ne peux pas dans une société où 60, 70, 75% des gens ont une perception négative d'une chose, penser que cela ne va pas avoir un impact dans le réel. Bien sûr que l'impact dans le réel n'est qu'une question de temps. Donc l'utilisation abusive du langage juridique ne règle pas le problème. C'est un peu comme si je te dis être français ou être belge, c'est uniquement respecter la loi. Ce n'est pas vrai. Dans le réel, ou dans la perception des gens dans le réel, c'est ta manière de te comporter, c'est ta manière d'être dans un environnement pluriel. C'est ça qui va déterminer, c'est ça qui va déterminer la possibilité de vivre ensemble. Ce n'est pas le respect de la loi. Si tu portes, on va dire globalement un niqab au milieu de gens pour qui ce vêtement est tout à fait exogène à leur perception de ce qu'ils sont, tu vas provoquer une tension. Cette tension va se matérialiser à un moment donné ou à un autre par quelque chose. Je veux dire que là, on n'est plus dans le juridique, on est dans la perception. Et la perception est plus forte que le juridique, qu'on le veuille ou non. Même si tout un pan entier de la gauche peut éventuellement ne pas être d'accord avec moi. Je ne sais pas un discours de droite ce que je dis, d'accord ? Même si ce sont des sociologues de droite aux États-Unis qui ont théorisé, on va dire, la théorie de la vitre brisée, qui est un grand sociologue de droite américain qui partait du principe que dans un quartier où le sentiment d'insécurité grandit, il ne grandit à partir du moment où on voit des vitres brisées. Ben c'est ça qui crée le sentiment d'insécurité. Ce ne sont pas toutes les statistiques que tu vas venir me donner avec, voilà, il y a eu autant de crimes, autant de délits. Non, le sentiment d'insécurité est plus fort que tes chiffres ou ton empirisme pseudo-scientifique. Ce qui compte, c'est la perception des gens. Si les gens se sentent en insécurité, ils se comporteront comme des gens qui sont en insécurité. C'est ce sentiment et cette perception qui façonnent le comportement. Ce n'est pas la loi. Mais est-ce que justement, ramener les choses à la loi, ce n'est pas rationaliser la question? Parce qu'à un moment donné, les perceptions, il y en a énormément. Tu peux penser cela, mais encore une fois, inévitablement, s'il y a un virage des sentiments des gens dans une direction, cela va avoir un impact sur la loi. Donc en fait, tu tournes en rond. C'est le sentiment des gens qui va déterminer la direction que va prendre les choses. D'accord ? C'est pas l'inverse. C'est pas ta loi qui va orienter le sentiment des gens. Après, on peut avoir un débat sur qu'est-ce qui façonne le sentiment des gens. Ça, c'est un autre débat. Oui, mais justement, parce que j'ai comme l'impression que ce sentiment-là est strictement français, parce qu'on ne le voit pas dans... Non, il n'est pas strictement français. Tu as une visibilité de l'islam qui pose problème dans tout l'espace européen en tant que tel. De l'Allemagne à la France, à la Belgique, à l'Italie ou à l'Espagne, mis à part encore dans les pays anglo-saxons, et encore, parce que même là-bas, malgré leur culture du multiculturalisme et du communautarisme, même cette visibilité je dirais de l'islam dans sa dimension la plus militante, c'est-à-dire pour eux, en tout cas, ils le voient comme un militantisme, pose un problème, alors qu'ils ne posaient pas de problème auparavant. Pourtant, les pays anglo-saxons, surtout les médias anglo-saxons, ont rayé la France concernant cette histoire du... Parce que la France a été très loin, parce qu'encore une fois, Ahmed, le problème, il est là. Lorsque tu te prétends une terre des droits de l'homme, lorsque tu te prétends une terre d'égalité, lorsque tu te prétends une terre de liberté, et que dans la pratique, toi-même, en tant qu'État, tu ne mets pas en pratique ce que tu prônes ailleurs, tu es dans une logique d'hypocrisie la plus totale. D'accord ? Et c'est cette hypocrisie qui est le problème. Si à un moment donné, un État te dit ouvertement « je ne suis pas un État libéral », et c'est illégal, et je ne suis pas un État libéral, on respecte la loi. Le problème de la France, c'est le décalage qu'il y a entre les principes qu'il
cherchent à promouvoir et en plus d'une manière universelle, et ce qu'ils pratiquent eux-mêmes dans la réalité de leur, je dirais, de leur vie politique au quotidien. C'est cette hypocrisie qui existe entre un discours qu'on cherche à exporter et la pratique de ce discours qui pose problème. Mais ça ne pose pas de problème qu'un État te dise ouvertement nous ne sommes pas des libéraux, comme par exemple la Hongrie, le virage non libéral ou en tout cas antilibéral que prend la Hongrie de Viktor Orban. À partir du moment où c'est la loi du pays, c'est la loi du pays. Le problème, ce n'est pas la loi du pays, encore une fois ici. Ce sont les principes que prône ce pays et la réalité de ce qu'elle met en pratique. Donc pour moi, on est dans un tournant, et c'est un tournant très important parce que quand on pose la question de l'identité, la question des valeurs, inévitablement, tu es obligé de la relier à quelque chose, la relier à un passé qui donne sens à ton identité. Et quand tu n'arrives pas à définir ton identité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas définir l'identité d'une manière négative. C'est quoi définir l'identité d'une manière négative? Ça veut dire la définir contre quelqu'un. Ça veut dire, je ne sais pas qui je suis, mais je sais que je ne suis pas toi. Et si je sais que je ne suis pas toi, toi tu es un problème. Même si moi je ne sais pas qui je suis. Le problème de l'identité, c'est qu'elle est une sorte de réflexe existentiel pour une civilisation qui se sent menacée. Lorsque un groupe de gens se sent menacé, elle est immédiatement obligée de mettre l'accent sur ce qu'elle est pour se différencier de ce qu'elle n'est pas, pour pouvoir pérenniser son existence dans le futur. Au-delà du droit. Au-delà même du droit. Tout ça, on est dans la perception. On est dans un processus psychologique tout à fait... et d'ailleurs, que Huntington avait mis en avant à l'époque, et c'est tout à fait étonnant de voir les mêmes personnes qui aujourd'hui critiquaient toute la théorie du clash des civilisations de Huntington et son deuxième ouvrage que peu de gens ont lu, qui est « Qui sommes-nous » À l'époque, déjà, il y a 15 ans ou 16 ans, lui posait la question de qui nous sommes, en fait. D'accord ? Et en réalité, ces mêmes personnes qui attaquaient Huntington, aujourd'hui, sont en train de remettre tout à fait à jour et mettre en pratique, en fait, sa théorie de qui sommes-nous. Par quoi? Qui sommes-nous, ça veut dire quoi? Quelle est notre identité? Quelles sont nos valeurs? Or, aujourd'hui, quelle est notre identité et quelles sont nos valeurs? Il faut le définir. Si on n'arrive pas à le définir, inévitablement, on va rentrer dans ce que j'appelle la définition négative de ces concepts, qui est, les musulmans, en tout cas, ils n'ont pas ça. Et donc, en l'occurrence, quand tu n'arrives pas à relier ton identité à ton histoire, parce que c'est ce qui se passe, le trou qui existe entre la tradition religieuse de l'Europe et la réalité de cette définition négative de la perception des musulmans, il ne peut être comblé que par une idéologie. Et la seule idéologie qui peut la combler, c'est le fascisme. Donc inévitablement, l'Europe ne peut aller que vers une forme de fascisme, à défaut de pouvoir se reconnecter à son histoire. Parce que l'histoire même de la modernité, l'histoire même de la société libérale, c'est la table rase du passé. La modernité, c'est finalement un principe qui dit que ce qui est nouveau est mieux que ce qui est avant. Et l'idée même qu'on va faire une table rase du passé, c'est le fondement même de cette société. Aujourd'hui, tout à coup, certaines personnes viennent te dire « Non, mais on a une identité. » Oui, mais laquelle? Et qui la définit? On ne peut pas la définir. Et puis les musulmans viennent dire « Non, 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 il n'y a pas du tout d'identité. Nous, on fait partie de cet espace. Nous, on respecte les lois. Et donc, en l'occurrence, on est tout aussi citoyens que vous. Et on va définir cette identité comme vous. Quand bien même, cette identité, nous, on deviendrait nombreux, on voudrait la charia, cette identité, ce serait par exemple demain la création d'un État islamique. Mais c'est normal que ça va créer des tensions. Pourquoi? Parce que les fondements même de ce sol qui n'est plus connecté à rien et dans lequel on remplit n'importe quelle nationalité, n'importe quelle culture et qu'on dit finalement qu'il n'y a qu'une loi et le respect de la loi c'est l'identité, c'est tout simplement irrecevable sur le plan philosophique et sur le plan du réel. C'est en fait les fondements viciés de cette idée même du multiculturalisme hors sol qui est problématique. Mais l'alternative est problématique aussi. Donc moi, je ne suis pas là pour dire qu'est-ce qui est mieux. Je dis voilà le problème. À partir de là, voilà, on ouvre le débat. Donc tu penses finalement que cette victoire, entre guillemets, au Conseil d'État est en fait une défaite sur le long terme, puisqu'elle va cristalliser... Je dis tout simplement en fait qu'elle ne va pas changer la perception des gens. Peut-être qu'elle va la cristalliser davantage. Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que plus, en fait, tu vas avoir des provocations de ce type-là, en tout cas, ce n'est pas une provocation, c'est vraiment le Conseil d'État qui rappelle la loi, mais plus cette perception négative de l'islam ne va pas être validée sur le plan politique, plus il va y avoir une frustration, et plus cette frustration va virer les gens vers encore plus d'extrêmes. C'est là où, en fait, si tu veux, cette gauche, et attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je suis de droite, mais cette gauche qui ne veut pas diagnostiquer le problème correctement, elle ne se rend pas compte à quel point, en fait, elle crée plus de droite. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, en jouant la politique de l'autruche, et en ne voyant pas le problème, et en forçant en réalité ces populations à aller dans une direction donnée, tu crées un sentiment de frustration qui crée plus d'extrêmes. C'est ça. Et donc,
Au nom d'un principe qu'on pense être nos principes, on va dire, de gauche, qu'est-ce qu'on crée? On crée plus de droite. Plus de droite à gauche Extrême. aussi. Plus de droite à gauche aussi. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Et donc, inévitablement, pour moi, je pose le problème de cette manière-là. Après, on peut ouvrir le débat. Très bien. Ben, je pense qu'on en a parlé. Alors, Saïd, peut-être quelque chose là-dessus? Si tu souhaites rebondir. Peut-être, déjà bonjour tout le monde, hein, salam alaikum. Merci pour l'invitation et merci pour cette super introduction. Ce que dit Mali, évidemment, toujours très intéressant. Si je ne dis pas compléter la réponse, mais parce qu'il parle d'identité, il parle quelque chose quand même qui est assez essentiel. Et par rapport à l'identité dont il parle, l'identité, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Tout le monde sait c'est quoi. Hein, l'identité européenne, l'identité musulmane, l'identité marocaine ou tunisienne, ou peu importe. Mais si tu t'arrêtes 2 secondes pour demander aux gens de la définir, effectivement, ils ne sauront pas te dire c'est quoi être belge. Si je disais avec humour, hein, c'est aimer les frites et les moules, si je devais le dire avec humour, ou bien aimer quoi, le dire, c'est n'importe quoi. Être belge, c'est un concept beaucoup plus vaste. Comme être français, comme être européen. C'est quelque chose qu'on ressent puisqu'on le définit. Exactement, mais les gens vivent comme ça, les gens se sont structurés comme ça, les gens partagent, ont des codes à travers leur identité. Mais il y a autre chose qu'il faut ajouter au débat par rapport à la communauté musulmane. Alors évidemment, ils sont aussi d'identité européenne dans une société qui est quand même multiculturelle. Vous savez, le code, il n'y a pas un code vestimentaire européen, on s'habille un petit peu comme on veut, sur fond de mode américaine ou autre chose de ce qui est tendance. Mais par contre, ce qui se passe, et ce que je dis n'a rien de négatif en soi, c'est juste une constatation. C'est par rapport, parce qu'à un moment, ils vont quand même entrer en jeu, il faut quand même en parler à un certain moment, ce sont tous les réseaux religieux. J'ai même pas envie de les nommer. Vous savez, les termes, si je dois les nommer, il y a quoi? Salafisme, frères musulmans, on s'en fout, c'est un détail, on va pas parler de ça aujourd'hui, enfin je pense pas. Mais en tout cas, il y a des structures religieuses. Et ces structures religieuses, et c'est là qu'on n'est pas, entre guillemets, à armes égales. Je parle d'armes, pourtant il n'y a toujours pas de guerre, il n'y a pas spécialement de... Je ne crois pas à ça, moi, qu'il n'y a pas un projet d'islamisation. Je ne pense pas que ça existe, ça fait peut-être partie d'un certain fantasme, mais la perception, c'est très intéressant quand tu parles de perception, pardon, elle en est tout autre. Pourquoi ? Je n'ai pas les chiffres en Belgique, parce que je les ai consultés récemment lors de la rédaction de mes derniers articles. Il y a entre 4 et 5 millions de musulmans en France. Alors déjà, la définition musulman, c'est quoi musulman? C'est tous ceux qui se reconnaissent dans la culture musulmane, qui inclut les pratiquants et les non-pratiquants. Donc voilà, une fourchette 4 à 5 millions. Là-dedans, vous avez de tout. Vous avez absolument de tout. Vous avez les pratiquants, vous avez les non-pratiquants, vous avez les assimilés, vous en avez qui mangent du cochon, mais ils sont de culture, voilà, de culture musulmane. Ça, c'est une chose. Donc déjà, c'est déjà pas une communauté hétéroclite à la base. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y a les réseaux religieux, c'est-à-dire que il y a soit ou bien le phénomène de conversion, ou plutôt le phénomène, en particulier chez la population maghrébine, du retour vers la religion. Et ce retour vers la religion, je pense, pas exclusivement avec ça, mais ça fait partie des facteurs, mais quand on parle d'identité européenne, qui peine à définir, encore une fois, on insiste là-dessus, l'identité, c'est pas quelque chose qui est facile à définir. Mais quand ils viennent, et là, on peut aussi faire le même reproche, parce que là, je m'intéresse aux institutions religieuses, on peut aussi faire le même reproche aux institutions politiques, lorsqu'ils sont en campagne présidentielle, voilà, une certaine idée de la France, une certaine idée de l'Europe, et c'est parti, là, on va partir dans le délire identitaire qu'on ne sait pas définir. Là-dedans, qu'est-ce qui se passe? On induit la question d'identité que certains musulmans retrouvent dans certains discours religieux, parce que ça se démocratise avec les réseaux sociaux, avec Facebook, il y a de plus en plus qu'on le veuille ou non, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, c'est un fait. Il y a de plus en plus, il y a une offre, voilà, il y a une offre religieuse qui se trouve donc sur Internet, dans les mosquées, dans les conférences et ailleurs. C'est ni un bien ni un mal, c'est juste comme ça, on est en démocratie, on a le droit de s'exprimer. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a les grands événements. Je dis ça de manière un petit peu caricaturale, mais vraiment pour grossir le trait. Je parle dans un des derniers articles, puisqu'on parle justement du Burkini, pardon, on s'en fout du Burkini, c'est le phénomène Burkini qui est intéressant de voir, et de voir à quel niveau ça crispe. Vous avez bien parlé du droit qui va cristalliser, c'est encore autre chose, mais je pense que les musulmans sont victimes, malgré, quand je dis les musulmans, je parle des musulmans du quotidien, le grand ensemble des musulmans qui se trouvent mis dans des débats dans lesquels ils n'en ont absolument rien à foutre.
C'est-à-dire, on va consulter des musulmans, donc voilà, faites un micro-trottoir, hein, et voilà, que pensez-vous du burkini? Mais j'en sais rien, moi, que je vais à la plage, je vais je vais en bikini, comme la plupart des musulmans d'ailleurs. Voilà, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Les musulmans, ceux qui se reconnaissent donc dans la culture musulmane, sont pris au piège avec ce genre de questions. Et d'où ça vient? Ça vient de l'offre religieuse. On organise par exemple la foire annuelle. C'est juste un exemple, c'est pas pour critiquer l'institution qui l'organise. Foire annuelle au Bourget, on a la même chose ici à Bruxelles, où ça amène vraiment des millions de visiteurs chaque année, avec des stands. Évidemment, ce sont des produits tendance. Et c'est pas un mal, parce que je dis, il faut Enfin, c'est pas un mal en soi, parce qu'il faut comprendre l'islam dans son milieu sociologique. Nous sommes dans une économie de marché, nous sommes dans une société capitaliste. L'islam est un produit comme un autre, qu'on soit en choc ou pas, il s'agit d'un produit comme un autre. D'ailleurs, si vous voulez un espace pour vendre quelque chose à un stand, vous constatez, si vous ne faites pas partie d'une association, ça coûte très très cher au mètre carré. Donc on est quand même là pour avoir un retour sur investissement. On vend des burkinis et d'autres choses. De toute façon, si le problème n'était pas le burkini, ça aurait été la djellaba, ça aurait été un autre produit exotique, entre guillemets. C'est juste que là, c'est l'été. Burkini, c'est quelque chose d'assez sympa. Et les burkinis qu'on retrouve dans toutes ces foires, on les retrouve dans n'importe quelle bonne boutique islamique et autres épiceries islamiques. Voilà, le phénomène de visibilité, c'est pas un problème de visibilité, parce qu'on s'en fout, il y a toujours une visibilité dans une société multiculturelle, c'est plutôt un problème de survisibilité. C'est quoi ce truc? Il y en a de plus en plus. Et puis ça pose la question, et puis il se passe des scandales, comme on a vu cette dame qui a été humiliée sur la plage. Sur la plage. Dans le sud de la France, oui. Exactement. Mais moi, je suis en train de penser à une chose, parce que, bon, évidemment, on est tous connectés dans les réseaux sociaux. Vous prenez un personnage comme Caroline Fourret, qui a des idées assez arrêtées, ça fait des années qu'elle travaille sur le radicalisme et l'extrémisme religieux. Elle a condamné, ça dit non, la laïcité, c'est pas ça. Alors moi je souris, parce que je regarde les musulmans, je ne sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui, parce qu'évidemment il y a la victoire juridique, je ne sais pas si c'est une victoire, on aura le temps d'en reparler, mais aujourd'hui, en souriant un petit peu, vous vous rendez compte que le juste milieu, c'est devenu Caroline Fourret, donc il s'est quand même passé quelque chose là-dedans. Très bien, eh bien je crois que le sujet a été plus ou moins brossé. Je regarde les questions, écoutez... Une question de Samir Hassan, en tout cas une intervention. En même temps, la loi de 1905 n'a pas pu protéger les Juifs dans les années 30-40. Alors oui, la loi ne peut pas tout contrôler. Voilà. Et puis, Mohibullah Al-Arabi, la gauche tente plutôt de rafler l'électorat de droite, et effectivement, elle contribue inconsciemment à droitiser la vie politique. Ça, ce sont des remarques. J'imagine évidemment que vous êtes d'accord. Bien, alors, second sujet, on avait prévu de parler de ton article, Saïd, ton fameux article polémique que tu as pu écrire dans ton blog dans le Nouvel Obs, c'est bien ça? Ouais. Donc, j'en ai fait la petite copie, voici le titre, Comment le sexe est devenu la question centrale en islam. Bon, sans doute titre provocateur, mais non, pas du tout. Bon, sûrement, en tout cas pour quelqu'un... Assumé. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est sûrement très provocateur. Mais... Je vais dire, pardon, je le permets, oui. Ce qui aurait été provocateur, parce que j'ai eu évidemment du feedback, ou des remarques parfois agressives. Pas toujours, mais des gens qui essaient de comprendre, notamment en me disant « Mais non, tu racontes vraiment n'importe quoi. Le sexe n'est pas la question centrale en islam. » Oui, justement, on va essayer d'en parler. Non, mais c'est important, je me permets de le dire aussi en préambule pour savoir de quoi on va parler. Je ne dis pas le sexe est la question centrale en islam. Le titre de l'article et les mots sont importants, je suis très attaché aux mots. C'est comment le sexe est devenu la question centrale en islam. Non, je souris parce qu'on est venu avec des versets du Coran en me disant oui, voilà, donc il y a autant de versets dans le Coran et seulement un nombre limité de versets parle du sexe. Évidemment, c'est comment le sexe est devenu la question centrale en islam. Bon, justement, alors toi, le burkini est dérivé, hein, parce que bon, tu ne t'arrêtes pas qu'au burkini parce que tu parles de couverture de la femme. C'est plutôt plus une question hautement sexualisée, entre guillemets, plutôt une question de liberté. Tu vois quelque chose, tu vois à travers ce voile, à travers ces couvertures que portent les femmes, beaucoup plus une question liée à la sexualité. Oui. Ouais, mais j'irai pas, parce que j'ai dit ce que je pensais du burkini, qui est purement un produit marketing.
Parce que moi, je respecte totalement le fait, et n'importe qui peut respecter ça, le fait que voilà, certaines personnes sont un peu plus pudiques. Vous savez, le phénomène de se couvrir à la plage, hein, déjà, de un, il n'est pas exclusif aux musulmanes, mais il y a toujours eu ce qu'on appelle des parades, par exemple, je sais pas, des femmes, et je dis pas exclusivement musulmanes, aller à la plage avec un maillot, donc un maillot complet, une pièce, et un legging, un short, par exemple, parce que certaines femmes qui sont un peu plus pudiques, ou pour des raisons esthétiques, j'en sais strictement rien, mais personne ne s'arrête à ce genre de choses. Évidemment, il y a aussi des femmes de culture musulmane qui carrément avec leurs vêtements, mais c'est relativement rare. Vous savez, on sourit parce que c'est nos grands-mères qui faisaient ça. Et ce qui prête à sourire, c'est de voir que c'est ce genre de choses qui est en train de revenir. Mais vous savez, quand on est sur la plage, on est là pour passer un moment de détente avec sa famille. Je crois fondamentalement que ça ne dérange absolument personne. On n'est pas là pour repérer les bizarreries que l'on retrouve. Voilà, on est là, oh tiens, l'habillé, c'est un peu bête hein, parce qu'il fait chaud. Mais là, au-delà même de la plage, parce que je te lis ici, la femme doit donc se couvrir. Et nombreux sont les musulmans à avoir intégré cette idée, quand bien même il est saupoudré de féminisme islamique postmoderne, quasi New Age, tu mets ça entre guillemets, entre parenthèses, et des arguments bien de notre époque, choix, liberté, car accepter cette idée que la femme doit se couvrir, en évitant de se rappeler que concrètement c'est pour éviter de provoquer le désir et éviter le péché, c'est être en phase avec la doctrine islamique et qui ne peut être que génératrice de frustration. Exactement, mais là, on pose vraiment le débat. Là, je ne parle pas du burkini, je parle vraiment à ce qui amène le burkini. Oui, c'est pour ça que je parle de burkini et dérivés. Exactement. C'est toujours la question qui est devenue une question centrale en islam, parce qu'elle génère quand même les codes vestimentaires, les interactions sociales entre les hommes, les femmes, et toutes les histoires qui peuvent se passer entre les hommes et les femmes, de ce qu'on appelle la pudeur, qui est devenu un mot mystifié. Je trouve déjà ce mot horrible. Je dis horrible dans le contexte islamique, hein, parce qu'il pourrait sous-entendre, ou du moins, encore une fois, question de perception, que celles qui ne font pas partie des codes musulmans du fait de se cacher, par exemple, et on ne parle pas exclusivement du voile, hein, mais du fait de se cacher, de se couvrir, vous savez, parce que ça va vite, hein, jupe, décolleté. Il y a cette idée un peu insidieuse, et il y a beaucoup de femmes qui rejettent ça, même des musulmanes qui ne sont pas spécialement voilées, en disant la pudeur est devenue quasiment quelque chose, dans certains discours, hein, qui serait exclusif aux musulmanes. Justement, j'avais écrit un article là-dessus qui a été publié sur Causeur. C'est le titre me reviendra, je pourrais le publier. Mais en quoi ça génère des frustrations? C'est ça que je voudrais comprendre. En quoi ça génère des frustrations? Est-ce que tu estimes que c'est en phase avec la doctrine islamique qui ne peut être que génératrice de frustration? Mais ce qui s'est passé, surtout, il faut surtout voir à l'origine ce qui s'est passé. Il y a une question qu'on peut poser, c'est vrai que l'émission pourrait la faire en 3 heures, mais on va essayer d'être concis. Une question qu'on peut se poser. Tarek Oubrou la pose la question. Du moins, il l'intègre dans son discours. Est-ce que le prophète, donc en tant qu'envoyé de Dieu, du point de vue des croyants, lorsqu'il est venu pour répandre la bonne parole, la bonne nouvelle, et annonce la bonne nouvelle aux croyants, parce que c'est un petit peu ça l'idée de l'islam, l'idée qu'il y a quelque chose de transcendant, qu'il y a quelque chose de après cette vie et après les difficultés qu'elle intègre. Est-ce que le prophète est venu pour dire, bon maintenant, je suis venu vous montrer comment il faut s'habiller? Cette question-là n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé. Oui, bien sûr, il y a des versets qui indiquent, qui pourraient indiquer, encore une fois, point d'interrogation, à une société donnée, à un moment donné, un code vestimentaire. Mais c'est absolument pas central, et il est évident que ça n'a jamais été central à ce moment-là. Et puis... Mais la pudeur est centrale dans toutes les religions monothéistes. Centrale dans l'islam. Moi, si on me pose la question, Saïd, c'est quoi l'objet central en islam? J'ose espérer que c'est Dieu quand même, parce que finalement, on en parle finalement que rarement. On parle de tous les artifices qu'il y a autour, mais la question centrale, on peut espérer quand même que c'est Dieu. Oui, évidemment, mais pour arriver à cette centralité, il y a, on va dire, des moyens. Il y a la prière, et à la pudeur, il y a d'autres valeurs. Mais la pudeur en fait partie. Mais la pudeur, alors, il faut l'écrire en gras, la pudeur, hein, parce que à partir du moment... Une jeune femme, parlons des femmes, on fera une parenthèse sur les hommes éventuellement, mais c'est surtout parce que ça touche les femmes, ces questions-là, et tout le monde sait de quoi on parle. Quand on parle d'une jeune femme qui se découvre une spiritualité, qui s'intéresse à l'islam, concrètement, si elle passe par l'islam institutionnel, parce qu'à l'islam, on apprend à prier, on apprend à faire les ablutions comment à la mosquée, ou du moins avec des musulmans, on explique la prière, on explique l'attestation de foi, c'est facile d'intégrer, de rentrer en islam. Mais ensuite, la question du voile, elle va quand même venir à un certain moment. Elle va venir quand, je ne sais pas,
On pourrait me rétorquer, oui, mais non, je veux dire, c'est pas nécessairement, évidemment, ça dépend de son milieu, ça dépend de par quel biais, à travers qui on va rentrer dans l'islam. Mais à un moment, on ne peut pas éviter cette question. Je veux dire, vous pouvez l'éviter pendant tout un temps, mais à un moment, on va dire, ok, d'accord, j'ai appris à faire la prière, j'ai appris à faire mes ablutions, et le voile, c'est vraiment obligatoire, dans le sens où, voilà, moi, je viens d'un milieu où c'est vu quelque chose comme exotique, je ne pense pas être provocateur. Et vous voyez, elle rentre déjà dans un processus de justification. Parce que là, je dis, regarde, je ne pense pas être provocatrice, le voile, voilà, j'ai mon opinion là-dessus, je ne dis pas que ce n'est pas islamique, mais je me vois mal le mettre de main, concrètement, et ça rentre déjà dans quelque chose de justificatif et de peut-être presque culpabilisant. Parce qu'avant que ce soit culpabilisant, elle va écouter d'autres discours de gens qui vont vous dire, et ces gens, vous pouvez les retrouver. Hein. Je ne veux pas citer des noms parce qu'on n'est pas là pour citer des personnes, mais il y a une idéologie islamique ou islamiste qui circule. Et je ne fais pas partie. Tu utilises bien le terme islam dans l'article. D'ailleurs, tu dis l'islam est une véritable impasse, en particulier dans les schémas amoureux. C'est évident. Quelque part, ce que je lis après, tu estimes que le voile, en tout cas ce voilement, a contribué à diaboliser la femme, c'est-à-dire en la représentant comme un diable en puissance aux yeux de l'homme, et que cela a justement compliqué les relations homme-femme. Non, mais là, c'est parce que tu fais bien de le faire, tu es dans ton rôle, tu exagères un discours, parce que finalement, si on prend ton discours, qui existe aussi de toute manière, hein, au pied de la lettre, on peut... Ce n'est pas le mien. Hein, Non, je sais que ce n'est pas le tien, mais je veux dire... Si on le prend quasiment au pied de la lettre, on pourrait dire, oui, bon, est-ce vrai qu'on entend que la femme est diabolisée? Non, on n'entend pas que la femme est diabolisée. Et d'ailleurs, bon, parce que là, on passe d'un thème à un autre thème, cette idée alors, c'est aussi une remarque qu'on m'a faite par rapport à l'article en me disant, oui, tu dis n'importe quoi, le péché, il n'y a pas de péché originel en islam. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas de péché originel en islam. C'est pas ça que je dis dans l'article. Mais je dis que dans ce contexte, dans ce milieu européen, ou pas ou influencé par, hein, l'idée de la malédiction qui viendrait de la femme, et tout ce que je dis est de façon exagérée, évidemment, parce que c'est une idée qui circule. Pourquoi est-ce qu'elle circule cette idée? Mais parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même à la femme à se voiler. Pourquoi elle de se voiler? Pour ne pas montrer les parties désirables d'elle-même. Et pourquoi ne pas montrer les parties désirables d'elle-même? Mais pour éviter, c'est ce que je dis avec un certain sarcasme, pour éviter ces pauvres hommes malheureux qui pourraient être tentés par... on en est dans ces choses-là. Et quand on me fait la remarque, parce que c'est ça le problème, c'est que les remarques qu'on me fait, elles abondent dans le sens de l'article, et c'est pour ça que cet article, malgré moi, est devenu un buzz, parce que j'ai eu des réactions de tous les côtés avec cet article, en me disant, oui, mais ce que tu dis sur la femme, que la femme doit se couvrir, qu'elle ne doit pas provoquer le désir, parce que c'est de cela qu'il s'agit, elle ne doit pas provoquer le désir, l'homme aussi doit se couvrir, doit s'habiller d'une certaine manière, hein, et de ne pas provoquer le désir. Nonobstant le fait que l'homme ne doit pas porter de voile, on en revient exactement au même départ. C'est-à-dire qu'avant même qu'il puisse avoir l'idée qu'il y a un désir qu'il se crée, on le tue déjà dès le départ. Mais ça crée des frustrations absolument terribles. C'est-à-dire qu'il y a un homme et une femme dans la même pièce, ça existe, j'ai repris d'ailleurs ce hadith dans l'article, lorsqu'il y a un homme et une femme, et on apprend ça dans les mosquées, qu'on ne dise pas que ce n'est pas vrai, lorsqu'il y a un homme et une femme dans la même pièce, le troisième larron là-dedans c'est qui? C'est Shaitan. Célèbre hadith. Non, mais là, je ne suis pas dans l'exagération quand je dis ça. Ceux qui fréquentent les mosquées, ceux qui apprécient aller à tout ce qui touche, toutes les thématiques qui touchent au mariage, ça aussi, c'est extraordinaire. Le nombre de conférences qui sont données sur le mariage. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de conférences données sur le mariage? Parce que je faisais un lien par rapport au refoulement chez Freud, refoulement qui disparaît à partir du moment où on intègre certains principes intrapsychiques, selon Freud, et l'Oedipe notamment. En islam, le problème, il se fixe d'une autre manière. À partir du moment où tu reconnais qu'il y a désir dans le regard de l'homme pour la femme, et que ce désir peut amener au péché, c'est-à-dire à la fornication, et pour te préserver du potentiel désir, parce que tu remarques en plus que toutes les femmes ne sont pas voilées, que toutes les femmes, que surtout en été, on peut les trouver un peu plus dévêties. Donc c'est pour cela que pour éviter que ce désir t'amène à autre chose qui est hautement condamnable en islam, évidemment pas rien qu'en islam, dans toutes les religions, eh bien il faut te marier.
Il faut te marier. C'est pour ça que, ça je le dis avec un certain humour, que n'importe quel trentenaire, homme ou femme finalement, lorsqu'il va rentrer aux vacances, et alors, toujours pas marié? Vous savez, ce sont des petites phrases qui sont anodines, mais qui font partie de ce qui a été cristallisé, à savoir une présence insidieuse du sexe en islam, et qui conduit à quoi? Mais qui conduit à une certaine sacralisation de la pudeur qui va crisper forcément, parce qu'il y a des musulmanes non voilées qu'on a fait culpabiliser, qui ont porté le voile pendant un petit temps et qui l'ont enlevé ensuite et qui se sont soulagés, parfois en culpabilisant au début. Les désastres psychologiques, ils existent, on ne peut pas me dire de toute façon qu'on le dise ou qu'on dise que ça n'existe pas, ils existent de toute manière, et ce n'est pas chez les imams qu'on va se plaindre, parce que finalement les imams, qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Ils vont dire, c'est normal, c'est parce que ta foi elle baisse, demande l'aide à Dieu et qu'il te donne la force. Si le voile te pèse trop en ce moment, passe à autre chose, dans l'espoir, Inch'Allah, qu'un jour tu le portes. Mais pourquoi, Inch'Allah, dans l'espoir qu'un jour tu le portes? Pourquoi? Et ça, un religieux... On a l'impression que c'est une finalité chez la femme, finalement. C'est devenu... un paradigme. C'est devenu une finalité. Vous savez, un jour, on m'a dit, c'est très bien, tu vois ton regard critique sur l'islam, c'est très bien, mais pourquoi est-ce que tu n'intègres pas une mosquée, justement pour participer, pour faire bouger les lignes? Ok, moi je veux bien participer à un brainstorming dans une mosquée pour dire, voilà, de faire bouger les choses. Mais je voudrais un geste fort de la part de la mosquée. Je voudrais qu'on dise, voilà, et qu'ils fassent une intervention publique en disant, bon, on va faire un moratoire, en plus, voilà, c'est modéré comme avis, on fait un moratoire sur le voile. À partir d'aujourd'hui, le voile n'est plus obligatoire. Et en tant qu'imam, j'assume. Je ne suis pas imam, donc moi, j'assume rien du tout. Moi, j'ai facile à parler, je l'ai déjà dit. Mais est-ce qu'une autorité religieuse peut dire aujourd'hui, ok, si le voile crée autant de crispation, autant de fixation par rapport à une certaine idée sur la pudeur et la sexualité, ok, ben à partir d'aujourd'hui, on va dire le voile n'est plus obligatoire, voilà, et on peut enfin passer à autre chose. Je mets au défi ces autorités religieuses pour le faire. Bon, alors, je vois qu'il y a quand même pas mal de commentaires sur ce sujet. Bon, j'essaie de laisser quand même les femmes parler de ce sujet. Parce que... Je vais quand même faire deux petites remarques par rapport à ça. Mais juste rapidement, je vois ici Yasmine Amin qui dit « C'est également, elle parle souvent du voile, un symbole d'humilité et d'égalité dans une société où le paraître passe avant l'être. » Est-ce que tu en penses? Oui, peut-être, et alors? Ça ne change rien au problème. On n'est pas là pour les dévoiler toutes, c'est pas ça le problème. Oui, peut-être, et alors? Ça changerait au fond, on est d'accord. D'accord. Alors, peut-être dans la même lignée d'Arslan Akhtar, que je salue, je pense justement qu'il faut désabonner notre vision de cette affaire de la vulgate freudienne pansexiste, réduire tout phénomène sociologique à une séquence de testostérone. Je pense que le rapport schizophrène de l'islam moderne à la sexualité, le même islam considéré charnel par les chrétiens d'antan, est une réaction à l'hypersexualisation apportée par la modernité. L'islam, donc, n'est frustré que dans son rapport dialectique à l'envahissement moderniste, tentaculaire. L'islam moderne, autant que l'Occident moderne, ont une perception tronquée de la sexualité en mode miroir. Ben là, il y a deux phénomènes qui s'affrontent, parce que c'est très juste ce qu'il dit. Mais par contre, ce qu'il y a d'un point de vue strictement intra-islamique, ce sont aussi des réalités, ce sont aussi des cristallisations de pudeur et de toutes les choses que j'ai évoquées par rapport au désir, par rapport au sexe, par rapport à la relation homme et femme, et le Graal ultime en islam, le mariage, pour préserver sa chasteté et éviter la tentation de la fornication. Je dis ça avec une certaine dérision, mais ce discours existe dans les mosquées. On se marie le plus jeune possible. Aujourd'hui, il nuance un petit peu parce qu'il voit les catastrophes qui reviennent aussi, avec des mariages un petit peu trop rapides. Mais ce discours-là reste. Ensuite, il y a évidemment l'hypersexualité de notre époque. Mais en réalité, cette hypersexualité, elle n'est qu'en apparence. Il y a certains sociologues, je ne vais pas les citer, je suis là pour faire de la pub, ou pour repartir encore dans d'autres discussions, mais si l'hypersexualité, on parle à travers les films, à travers les publicités, ou à travers la pornographie, disons-le directement, c'est une hypersexualité en apparence. Car en réalité, et je mets la question d'islam de côté, les gens concrètement voilà, sont célibataires ou alors sont mariés et si on en prend les statistiques, tout le monde n'a pas une vie sexuelle la plus épanouie. Mais en tout cas, il y a une image d'hypersexualisation. Et là,
ça multiplie par 2, que dis-je, par 10, la frustration des musulmans, parce que quand je parle de frustration, hein, je vais clôturer là-dessus, la frustration, elle vient d'où cette frustration? Elle vient de la part d'un jeune, elle vient de la part d'un jeune, soit qui avait des petites copines, soit qui a des petites copines et qui culpabilise. Pour une fille, c'est encore pire, parce que la question de la virginité qui rentre dans cette question-là, et qui, voilà, et qui on lui prédit un châtiment. Donc, voilà, finalement, un jeune ou un moins jeune d'ailleurs, hein, qui voudrait se réformer à point de vue religieux, spirituel, il faut qu'il arrête le sexe. On est quand même bien d'accord, quoi. Le tabac, il peut continuer un petit moment, mais le sexe, ça c'est vraiment l'abomination ultime en islam. Mais pour clôturer là-dessus, de là va naître une frustration multipliée par 10 par cette hypersexualisation du monde moderne qui est en réalité un mirage. Les gens n'ont pas autant de relations qu'on le pense et n'ont pas autant de relations qu'ils le souhaiteraient en réalité. Alors, mais tu vas très loin justement, à la fin de l'article, tu relèves que cette question de la sexualité, de la frustration qui en découle, chez les musulmans peut mener carrément jusqu'à l'envoûtement. C'est fort quand même. C'est pas moi qui dis que ça mène à l'envoûtement, parce qu'encore une fois, l'envoûtement, et là je parle vraiment de tout le point de vue, du point de vue du croyant ou du non-croyant, parce qu'il faut voir aussi qu'est-ce qu'on entend par envoûtement, c'est quelque chose qui existe aussi en islam, la question de l'envoûtement. Voilà, imaginez, et je dis bien c'est pure fiction, imaginez un musulman, homme ou femme, je dis femme parce que c'est peut-être que dans l'inconscient, ça serait peut-être encore pire, mais on va prendre l'exemple d'un homme qui dit, voilà, je suis pieux, je prie, je jeûne, j'ai déjà fait mon pèlerinage, j'ai fait 3 Omra, 3 petits pèlerinages à la Mecque, mais les femmes, non, que Dieu me pardonne, parce qu'il y a toujours cette culpabilisation qui est derrière, que Dieu me pardonne, voilà, c'est un petit peu, je ne vais pas dire mon péché mignon, parce qu'il est abominable, hein, dans une littérature islamique, puisqu'elle mène à l'enfer et à l'abomination totale. C'est, voilà, j'ai un rapport sincère avec Dieu, mais avec les femmes, j'ai du mal. Et là, si cette pieuse personne va aller s'adresser à un imam, je ne sais pas, c'est pas moi qui vais dire qu'il envoûte, je ne sais pas quel imam il va aller voir, mais c'est possible qu'on parle d'envoûtement, alors qu'il s'agit de processus purement intrapsychiques liés à une histoire, liés à une relation, alors, est-ce que tu et des connexions qui se font au sein propre du psychisme de l'individu. Bon, je vais lire une intervention quand même de Cyril Chevreau-Baldassar, que je salue également. Les extrêmes sont les deux faces de la même pièce. L'hypersexualisation et la fausse pudeur que propose le voile sont tous deux la manifestation du patriarcat qui ramène la femme à son sexe dans les deux cas. Sauf que dans un cas, on la cache, dans l'autre, on la vend. Bon, je crois que là, c'est une remarque évidemment. Mais je voulais relever quand même une question, c'est que cette question sur la femme, cette centralisation, on va dire le fait qu'on insiste sur le voilement de la femme, sur sa pudeur particulièrement comme tu le dis, est-ce que ce n'est pas pour protéger aussi certains fondamentaux anthropologiques tels que l'héritage, tels que la procréation, la filiation? Je n'ai pas bien compris l'action. À quel niveau? C'est-à-dire que l'islam a insisté, et les autres religions monothéistes, a insisté sur la protection de la femme à travers ce voilement, cette pudeur, ce confinement, entre guillemets, pour protéger justement, parce que la femme quand même procrée, hein, contrairement à l'homme, et ça permet justement à travers cette protection de la femme de garder, de protéger la filiation, la pureté de la filiation, savoir que voilà, c'est notre enfant, c'est pas celui de l'autre, qu'elle n'a pas été voir ailleurs, etc. Protéger l'héritage, voilà, donc des fondamentaux anthropologiques. Moi, il y a une chose on pourrait interpréter comme fuir la question, mais je peux rentrer dedans sans aucun souci. Mais la question, elle me pose un problème de fond, encore une fois, parce qu'elle n'est pas dénuée de sens, du moins dans un contexte islamique, parce que voilà, on dit que le voile existe pour certaines raisons. Ok, ça existe pour ces raisons-là, ça c'est une chose. Mais de toute façon, même dans toutes les sociétés, la femme veut quand même des garanties avant de s'engager dans une relation, beaucoup plus que l'homme. On est d'accord. Mais alors, moi, je vais vraiment me permettre de poser cette question. Quel est le rapport avec le voile? Comme si une femme qui n'était pas voilée ne pouvait pas protéger d'elle-même et de sa façon d'être, son intimité et le cadre dans lequel elle applique des relations. Là, elle voit à travers ce voilement peut-être une protection de l'extérieur. C'est-à-dire elle se voit comme un être fragile, on peut le dire, par rapport à un homme, c'est toujours plus fragile. Elle voit ce voile comme étant une protection supplémentaire dont elle a besoin, elle estime avoir besoin. Ok, moi j'ai envie de te répondre. 1, si tu le dis. 2, peut-être.
3, mais s'il y a des femmes qui pensent ça, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je n'ai rien à dire. C'est pour expliquer finalement. Je n'ai rien à dire par rapport à cette remarque si elle existe et si, comme tu dis, si ça prend sens pour la... Je ne suis pas anti-voile, c'est stupide aussi d'être anti quelque chose. On est là pour essayer de comprendre, pour dialoguer et pour que finalement tout le monde, voile ou pas voile, tout le monde finisse par être... Oui, que ce soit le voile de la pudeur, apaisé. On prend la chose globalement. Oui, non, voilà. Donc, moi, j'ai pas d'autre... Parce qu'on peut porter le voile et ne pas être pudique. Hein, bon, je veux dire, donc, Oui, d'accord, mais là, ce que tu me dis, j'espère qu'on comprend le sens de ma réponse. Hein. Quand je dis, si tu le dis, c'est pour laisser ça 3 points de suspension, pour laisser ton propos ouvert. Et s'il y a des femmes qui l'intègrent de cette façon dans leur rapport avec elles-mêmes, leur rapport avec leur intimité, leur rapport avec Dieu, leur rapport avec les hommes d'une certaine façon, si elles intègrent que ce voile les protège, il n'y a absolument aucun souci, on est là, il y a une certaine liberté. Voilà, il n'y a pas d'étendard religieux derrière, c'est juste, voilà, c'est un vêtement. Et à partir de ce moment-là, je pense que d'une façon, à partir du moment où ces valeurs sont intégrées, ce sens est intégré, il est en soi désacralisé. Donc ça, ce n'est, je veux dire, il n'y a absolument aucun problème avec ce voile-là. Mais ça dépend des femmes et ça dépend du rapport qu'elles ont avec leur intimité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut retrouver la pudeur autrement qu'avec le voile. Il y a une chose que tu ne prends peut-être pas en considération, peut-être à dessein, je ne sais pas dans ton article, c'est la loi du marché. C'est-à-dire que l'économie, c'est-à-dire quand on est plus riche, on a plus accès aux femmes. Et inversement, si on est plus pauvre, on a moins accès. C'est la loi du marché, c'est ainsi de suite. D'ailleurs, les hommes le savent, les femmes le savent. Et donc se propose sur le marché du mariage ou du commerce sexuel avec l'argent comme ou les moyens financiers ou en tout cas le capital symbolique ou qu'importe. Tu sais, elle est délicate ta question. Ouais. Parce que là, tu parles vraiment de choses qui sont, voilà, qui font partie de ce qu'on appelle le cerveau archaïque. Hein. Parce que moi, je pose la question justement, là, je vois que tu critiques beaucoup l'islam traditionnaliste qui met l'accent justement sur cette question de pudeur, etc., dans les mosquées, etc. Mais paradoxalement, c'est dans les milieux salafistes, comme dans les pays du Golfe, où tu as des gens extrêmement riches, c'est là où on trouve des gens qui ont atteint un commerce sexuel avec plusieurs femmes, alors qu'ils sont dans un islam extrêmement traditionnaliste. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent, au-delà même du religieux. Donc c'est cette donnée-là que je voulais savoir. Pourquoi tu ne l'as pas prise en compte dans ton article? Parce que je ne vois pas le lien direct en réalité. L'argent. Oui, et l'argent permet justement de passer outre ces interdits religieux, que tu estimes être des interdits religieux. Mais la question, c'est surtout sur la même longueur d'onde. L'article, pourquoi je n'évoque pas ça? Parce que dans cet article... C'est-à-dire que s'il y a une crise aujourd'hui de la sexualité chez les musulmans, c'est aussi parce que beaucoup n'ont pas les moyens d'avoir accès aux femmes. C'était une question que je voulais... Non, mais par rapport au manque de moyens... Par rapport au manque de moyens du fait d'accéder aux femmes. Tu sais, cette remarque, on peut l'avoir dans notre sens et dans un autre débat. C'est pas par rapport à la loi du marché. Plus une femme est belle et plus elle vient d'une famille noble ou prestigieuse, et plus elle a la chance de tomber sur quelqu'un qui a une position sociale enviable. Disons-le comme ça. Parce que ces données-là doivent aussi être prises en considération. Oui, on peut les prendre en considération. Oui. Bon, j'ai plusieurs remarques en fait par rapport à l'article de Saïd, plusieurs remarques, plusieurs nuances, et on va dire, je vais déplacer un peu le centre de gravité du débat, parce que Saïd étant, je dirais, un hypnothérapeute, il est dans le réel, il est dans la pratique du terrain. D'ailleurs, je rappelle son site, integralia.be. Voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que j'estime beaucoup, parce qu'il... il met le doigt là où il y a certaines questions fondamentales qui doivent être posées. Mais moi, je me place dans une autre perspective, c'est-à-dire que j'essaye, moi, je fais des liaisons entre les points, en fait. Ensuite, c'est aux autres que je laisse le travail de décanter tout ça. Parce que le problème, en fait, avec le discours de Saïd, c'est qu'il part d'un constat qui est réel. Il y a réellement, ici, en Europe, un problème de frustration. Un problème de frustration qui est dû à quelque chose. On ne peut pas nier le rapport problématique à la femme. On ne peut pas dire, en fait, si tu veux, qu'il n'y a pas de problème. Celui qui dit qu'il n'y a pas de problème, il joue à la politique de l'autruche. Mais moi, la question que je pose au départ, c'est un constat d'abord. Il y a un problème aujourd'hui, en général, dans les rapports hommes-femmes, outre même la question du religieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un véritable chaos généralisé qui est issu de la société moderne, qui a complètement brisé le formatage
de la connaissance du genre opposé. En fait, les femmes ne connaissent plus les hommes n'ont jamais vraiment connu les femmes. Et en fait, on se retrouve dans un chaos généralisé, dans une société hyper sexualisée, qui est le fruit d'une culture. Et pour moi, ici, c'est là où je me démarque un tout petit peu de Saïd. Pour moi, la religion en tant que telle ne fait pas le poids par rapport à la culture. Ça veut dire, là où il y a une culture, la religion ne fait que valider la culture. Ça veut dire, si par exemple, moi je voyage un peu, je voyage un peu partout dans le monde, lorsque je vais au Pakistan, par exemple, je vois l'islam pakistanais, je vois la culture pakistanaise. Et ils ont apposé dessus la culture. En fait, ils ont apposé dessus la validation religieuse, mais qu'ils soient chrétiens pakistanais ou musulmans pakistanais, ben, les crimes d'honneur, c'est la même chose. Et ils essayent de l'expliquer religieusement. Lorsque tu pars en Arabie Saoudite, tu vois un islam wahhabite, ils essayent de le valider religieusement. Évidemment, eux, ils sont un peu plus forts parce qu'ils peuvent l'exporter grâce à l'argent qu'ils ont, et ils l'exportent en général dans les endroits où il y a peu de culture. Et aujourd'hui, en fait, l'Europe est un espace où il y a peu de culture, d'où, on va dire, l'infestation wahhabite du discours wahhabite, qui a créé effectivement un problème de frustration. Mais c'est essentiellement la culture qui domine la religion. Ce n'est pas la religion qui domine la culture. Et l'homme, en fait, l'être humain, est essentiellement un être culturel. Aujourd'hui, le problème auquel on assiste, ce sont des cultures qui rentrent en clash avec cette société moderne, qui tirent dans un sens, et leur culture qui les tire dans un autre sens. Et ensuite, cette culture, on essaye de la valider par un discours religieux. Lorsque je vais, par exemple, en Afrique aujourd'hui, le rapport homme-femme est beaucoup moins frustré, par exemple, qu'en Europe, bizarrement. Alors qu'on pourrait dire que l'Afrique est plus traditionnelle que l'Europe. Tu as des femmes qui, ouvertement, vont voir un homme, j'ai envie de me marier avec toi, le mariage est très facile, les gens se voient, il n'y a pas ce problème de mixité, d'accord, sauf dans les milieux salafistes, où le salafiste a pu avoir un impact. Par exemple, dans les autres endroits où le salafisme n'a pas eu d'impact, ce problème homme-femme prend une autre dimension. C'est-à-dire qu'en Afrique, par exemple, quand je vais en Chine, ou dans les communautés musulmanes en Indonésie, ou d'ailleurs même en Perse, ou en Turquie, le rapport homme-femme est différent. Le rapport homme-femme devient problématique dans deux situations. Là où il y a peu de culture, et où on va dire, cet espace de vide a été rempli par le salafisme. D'accord ? Donc là, vraiment, ça crée des frustrations terribles. Parce qu'on a une société hypersexualisée qui tire d'un côté, d'ailleurs qu'on doit fortement critiquer également, parce qu'on ne peut pas critiquer la manifestation de ce problème en ne parlant pas, on va dire, du problème général, du problème global qui est justement cette société qui crée des problèmes dans tous les couples. D'ailleurs, ce n'est pas seulement chez les musulmans, mais chez les musulmans, ça a été amplifié par ce décalage qui crée de la schizophrénie d'une manière encore plus prégnante. Mais la réalité, c'est que cette problématique, elle est plus globale. Et donc ici, c'est là où je me démarque un tout petit peu de l'analyse de Saïd. En même temps, je vois bien qu'il met le doigt sur des problématiques qui sont réelles. C'est que pour moi, le problème, il est beaucoup plus général que ça. Et en fait, le discours religieux orthodoxe, je vais l'appeler orthodoxe, ne fait qu'amplifier une schizophrénie qui est ce décalage, en fait, entre le désir et le réel. D'accord ? Mais d'un autre côté, tout désir n'a pas pour vocation d'être réalisé. Et d'ailleurs, pour qu'on arrive, si tu veux, à ce qu'on appelle un être moral et équilibré, même si Saïd n'aime pas le concept de moralité, mais pour moi, cette moralité, c'est surtout un équilibre psychologique qui fait que tu es serein, et intérieurement serein. Pour arriver à cette sérénité intérieure, à cette paix intérieure, premièrement, tout désir n'a pas pour vocation d'être réalisé, donc il faut apprendre et intégrer la question de limite que la société moderne, aujourd'hui, explose et bafoue d'une manière éhontée. Et d'un autre côté, on va dire, on ne peut pas non plus créer trop d'espace entre le réel et le désir, parce que sinon ça crée de la frustration. Et cet équilibre est très difficile à trouver. Il est très difficile à trouver. Et là, je suis tout à fait d'accord. Donc je ne sais pas si tu as compris ma première remarque ici par rapport à ce qu'a dit Saïd. Donc je pense avoir un peu résumé mon... C'est surtout adressé à Saïd. Ouais, c'est surtout adressé à Saïd. Je ne sais pas si tu... Moi, j'ai surtout envie de te remercier, sincèrement, parce que je ne sais pas si tu as imprimé l'article Oui, devant moi. que j'ai écrit. Si tu veux avoir accès. Je sais pas, je l'ai mis un peu en désordre. Donc, Non, mais je veux juste la fin. tu t'y retrouveras. Hein. Juste la fin. Je pense qu'elle est ici. Hop, merci. Voilà. Juste la fin. Et pourquoi je veux te remercier? Parce que tu parles de décalage entre le désir et le réel. Voilà. Je pense que le doigt définitif, c'est toi qui le mets à l'endroit où il faut. Donc, c'est-à-dire, moi, je mets le doigt à l'origine et la finalité, c'est cette frustration absolument terrible
ce rapport terrible avec, entre le désir et le réel. Je suis en train de regarder ici, je pense pas que c'est un morceau recto verso. C'est juste la fin de l'article, la toute dernière page. Regarde un peu ici, parce que je n'ai pas numéroté. Ok. Ça doit être là. Oui, c'est ça, Oui. tout à fait. Donc, je vais simplement lire la fin. Hein. Donc, telle est l'impasse générée par l'islam et qui fait que la rencontre naturelle avec l'autre prend un tout autre sens lorsque l'idéologie islamique a pénétré une partie de sa conscience. Là, on parle du désir. Car ce que ces croyants sincères ne pourront jamais savoir, c'est que non, l'absence de critères religieux, mais j'aurais pu rajouter orthodoxe, l'absence de critères religieux ne conduit pas spécialement à la débauche. Mais ça, ils ne le sauront jamais. Et là, et c'est là que la frustration, elle prend forme. Vous savez, avec ces métaphores, que le shaitan est là. Parce que concrètement, comment ça se passe lorsqu'il y a deux personnes qui ont une certaine homme, femme, qui ont une attirance entre eux, c'est n'importe qui le sait que c'est pas aussi simple d'aboutir à une relation. Pourquoi? Parce qu'il y a des désirs. Oui. Il y a des buts de désir. Au début, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas si on voudrait avoir du désir ou si on voudrait avoir plus d'informations avant d'éventuellement s'engager dans la relation. Mais c'est simplement cette porte ouverte au désir, sans avoir la certitude qu'il va venir, hein, qui va créer l'harmonie et l'alchimie naissante lorsque deux personnes vont commencer à partager ensemble. Et c'est ça qui est beau. C'est ça. Si je veux vraiment mettre l'accent sur la question d'amour, tel qu'on l'appelle, ça c'est beau. Et c'est pour ça que je dis c'est malheureux, parce que les religieux qui veulent étouffer le désir alors que finalement on n'est jamais sûr qu'il va naître, eh bien, ils passent à côté de quelque chose. Et ça c'est malheureux. Mais c'est pour ça, c'est dommage. C'est pour ça qu'ici, j'aurais nuancé l'utilisation de certains termes dans son article. Ça veut dire que quand il citait l'impasse générée par l'islam, d'accord ? Il nous reste 3 minutes. Voilà, avant quelle que est ça me coupe. l'impasse générée par l'islam, ou lorsqu'il parle d'idéologie islamique, il aurait bien fallu spécifier de quoi on parle. C'est pour ça, en fait, si tu veux, ici, moi, quand j'ai par exemple parlé de l'islam turc, l'islam indonésien, l'islam chinois, l'islam africain, et toute cette diversité qui existe, et qui d'ailleurs n'est même pas islamique, elle est culturelle, en fait. L'islam ne fait que saupoudrer, en fait, ou valide les cultures de ces pays. C'est ça qui détermine le rapport homme-femme. Or, comme je viens de l'expliquer, c'est pour ça que j'aurais nuancé l'utilisation du terme. C'est-à-dire que pour moi, quand tu dis telle est l'impasse générée par l'islam, à un moment donné, tu tombes dans ce que moi, c'est ma critique par rapport aux salafistes, c'est qu'en fait, eux veulent dire qu'est-ce que dit l'islam. Pour moi, l'islam ne dit pas quelque chose. Et donc, quand toi, tu dis l'islam dit ça, finalement, c'est un peu comme si tu réduis, si tu veux, l'islam à un discours. Au salafisme. Mais pas spécialement. Je sais pas. Parce qu'il y a quand même d'autres traditions religieuses qui sont un peu plus libérales sexuellement. Mais pas seulement cela, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est même pas la tradition religieuse qui détermine le rapport homme-femme, c'est la culture. C'est vraiment la culture. Pourquoi? Parce que si tu vas aujourd'hui au Liban, qui est un pays multiculturel, un pays que j'ai pu visiter, lorsque tu vois les crimes d'honneur, et même au Pakistan, ces crimes d'honneur sont le fruit des chrétiens et des musulmans. Et tous les deux essayent de le justifier d'une certaine manière. Alors, les musulmans vont le justifier en essayant de saupoudrer par du droit islamique. Et l'erreur est de venir dire, le problème c'est le droit islamique. Le problème c'est pas le droit islamique, c'est la culture qui donne une validation à certaines formes d'injustice par le biais d'une tradition qu'on appelle une tradition religieuse. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on dit telle est l'impasse générée par l'islam, on tombe, selon moi, dans cette problématique de la définition de l'islam. On est d'accord. Inévitablement. On est d'accord. Tu vois? Et donc, ça s'appelle, je me permets, hein, je suis d'accord avec l'appellation islam orthodoxe, ou moi j'appelle ça encore plus loin, parce que je ne veux pas tout focaliser sur le salafisme, parce que ça c'est un petit peu facile pour nous, en tant que musulmans, d'utiliser le salafisme comme épouvantail. Pour moi, il y a bien pire que le salafisme. On en parlera dans un Mais je suis d'accord avec ça. Mais je veux dire, par rapport. C'est pour grossir le trait, l'islam orthodoxe, ou plutôt l'islam institutionnel. C'est pour ça que je disais, avec une certaine provocation, vous l'aurez peut-être compris, hein, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'il y aurait un imam pour nous dire, ok, on va mettre la question du voile de côté, définitivement, et on va se concentrer sur autre chose. Voilà, cet islam institutionnel va empêcher de le faire, et c'est là où je voulais en venir. Juste une dernière rapidement, parce qu'on va être coupé. On va être coupé. Moi, la question du foulard, pour moi en tout cas, je la débattrai dans un autre débat que la question de la sexualité. Pour moi, l'un et l'autre ne sont pas fondamentalement liés. Enfin, c'est juste une petite remarque que je fais. Voilà, mais c'est tout. Mais pour le reste, ce sera pour une prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup, chers invités, d'avoir participé à cette émission.
Chers auditeurs et téléspectateurs, d'avoir également participé. On pourra continuer à débattre sur cette émission, sur ces sujets, et continuer en différé, revoir l'émission. Elle est à votre disposition. En replay. En replay, voilà. Et vous pourrez commenter davantage. Voilà, on se retrouve pour la prochaine émission. Je pense que ce sera avec un ancien un djihadiste qui est sorti de prison dernièrement. J'ai pu avoir ses coordonnées. Peut-être que j'aurai bien plaisir de l'interviewer pour voir un petit peu ce qu'il a dans la tête. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Une bonne soirée à tous. Salam alaikum. Au revoir.